Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal. Avec nous ce soir sur le plateau, Jean-Pierre Rigante, bonsoir. Bonsoir Amina. Alors vous êtes le directeur de l'association SUA et vous allez nous parler de ces rencontres Sport Nature Mayotte qui auront lieu la semaine prochaine, samedi 28 octobre. Et ça sera la deuxième édition, vous nous en direz davantage tout à l'heure. Jean-Pierre, vous restez avec nous. Mais d'abord, voici les titres de ce vendredi 20 octobre. Avec l'arrivée prochaine du Code du travail de droit commun, les avis divergent, notamment du côté des patrons et des syndicats qui se retrouvent parfois en opposition. Augmentation des charges, accords de branche, report de certaines mesures, les prochaines semaines s'annoncent tendues au sein des entreprises. Explication. Le top départ est lancé pour les assises des Outre-mer. La première réunion du comité départemental d'orientation de Mayotte a eu lieu hier et la population est invitée à donner son avis. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre des habitants de l'île afin d'avoir leur opinion sur ces assises. Reportage. C'est à force de persévérance que Moine Chamadi, originaire de Cabanim-Sapéré, est devenu docteur en biophysique cellulaire. Partie étudiée à l'université Paul Sabatier de Toulouse, elle a réussi avec brio son parcours étudiant, pourtant semé d'embûches. Focus sur cet exemple de réussite à la fin de votre journal. Et on commence tout de suite avec la grève à la SOMIVA qui continue. La direction a pourtant accepté de recevoir les grévistes, mais sans leur représentant syndical, Ousseni Balahachi, syndicaliste de la CFDT. Pour les salariés, c'est hors de question. Ces désaccords qui opposent les deux camps illustrent bien la problématique qui subsiste encore entre syndicats et patronat, et ce à quelques semaines seulement de l'application de la loi travail à Mayotte. Bastien Sabouret. La grève continue à la SOMIVA. Syndicats et patronat n'arrivent pas à se mettre d'accord. Du côté de la société, on souhaite dialoguer directement avec les salariés sans présence de la CFDT. Du côté des syndicats, il n'est pas question de laisser les salariés seuls face à leur employeur. Je ne sais pas comment est-ce que lui, il définit la présence des organisations syndicales dans les entreprises. Et dans ce cas, qu'il puisse nous donner sa définition qui interdit la participation d'un représentant syndical dans une négociation en cas d'un mouvement de grève. En effet, les ordonnances Macron sont applicables dès à présent et un employeur peut refuser l'intervention d'une organisation syndicale. Il peut même ne recevoir que le représentant du personnel pour négocier. Seulement, ces ordonnances applicables sont directement liées à la Convention collective nationale et cette dernière n'est pas encore entrée en vigueur sur le territoire. Dans les autres entreprises, il y a des conseillers des salariés, il y a des droits qui sont ouverts aux représentants du personnel pour suivre des formations. Malheureusement, tous ces éléments-là ne sont pas appliqués à Mayotte. Donc, se faire assister par un représentant départemental, c'est nécessaire, mais ce n'est pas une obligation. Parfois, MEDEF et syndicats tombent tout de même d'accord. La création d'un tribunal de prud'homme à Mayotte fait l'unanimité. Mais aller dans la même direction ne suffit pas toujours. Pour qu'un tel projet voie le jour, il faut encore l'accord du gouvernement. La représentation des organisations syndicales des employés doit être donnée par la DIECT. Tant que les chiffres exacts ne seront pas communiqués, le projet ne verra pas le jour. On a des instances qui existent aujourd'hui déjà à Mayotte, des instances paritaires. On a pu définir les nombres de représentativité de chaque organisation dans ces instances. Pourquoi au niveau du prud'homme, on n'aurait pas pu prendre la même chose, commencer et au fur et à mesure qu'on avance, corriger s'il y a besoin de correction. Mais nous dire qu'on ne va pas mettre en place parce que au niveau entre MEDEF, CPME et la CAPEB, on ne sait pas leur représentativité, moi j'ai dit c'est fou. Alors en attendant, et pour accélérer le mouvement, syndicats de salariés et de patrons ne désigneront pas d'assesseurs au tribunal du travail en remplacement de ceux dont le mandat expire le 21 décembre. Les règles ne sont pas tout à fait les mêmes puisque sur un conseil des prud'hommes, la pondération se fait en fonction de la représentativité, alors que là c'est, je dirais, une désignation, c'est ça,
En ce qui concerne les accords de branche, à Mayotte, nous disposerons d'un délai de 6 mois supplémentaires. Si 12 mois sont alloués aux entreprises en métropole, sur l'île, elles auront le droit à 18 mois pour mettre en place la convention collective du fait de la spécificité locale. Un laps de temps supplémentaire qui peut sembler très court au vu de l'immense retard constaté dans ce domaine sur l'île aux parfums. Et hier, les membres du collectif de Mayotte se sont rendus à Mramadoudou, plus précisément sur des terrains appartenant à une personne bien connue dans le village. Ce dernier louerait ces terrains à des étrangers, dont certains seraient à l'origine de la délinquance qui sévit dans la zone. Le collectif de Mayotte a ainsi lancé un ultimatum aux familles vivant dans ces bangas. Ces dernières ont ainsi eu l'ordre de quitter les lieux sous 7 jours, mais pour le collectif, le propriétaire est tout particulièrement à mettre en cause, puisqu'il profite de la situation. Je vous propose d'écouter les propos de Saïd Monnier lors de la matinée de Kwezi. Le premier cas qui est en haut de Gabier de Chirongi, il y en a à peu près 50 bangas. Wow. En 2015, il y en avait 30. J'ai écrit, il y avait 30 bangas, je dis il y a 30 bangas qui se poussent jour et nuit. Maintenant, il y en a 50. Il y a aussi, deuxième, on dit lotissement bas, qui est côté bas, il y a aussi à peu près 50 bangas. On a parlé avec tous les habitants, on a parlé avec le propriétaire Chamassi, on est allé chez lui, on lui a expliqué qu'il y a des gens qui volent et qui sont dans ton terrain. Il y a des gens qui vendent de bangais qui sont dans ton terrain. Il y a des gens, parce que ça veut dire, il y a aussi la plage de Mramadoudou qui est devenue un endroit de débarcation de Kwassa. Et la nuit, on prend tout ce qui était volé dans la zone qui part en juin. On les a tout expliqué. Qu'est-ce qu'on va faire? Lui, qu'est-ce qu'il nous a dit? La même chose que c'était passé sur l'investigation. J'ai 85 ans, je n'ai rien à foutre. C'est mon terrain, je sais qui je donne et qu'est-ce que je dois faire. Et nous l'évoquions hier, le lancement par Frédéric Vaux, le préfet de Mayotte, du comité de pilotage départemental des assises des Outre-mer, un comité qui aura la charge de réfléchir sur les projets de développement à mener sur le 101e département. À cette occasion, la population est également invitée à s'exprimer par le biais d'un questionnaire sur le site des assises des Outre-mer. Alors, quels sont les projets que les Mahorais souhaiteraient voir mis en œuvre ici à Mayotte? Nous avons posé la question. Les réactions dans ce reportage de Sony Chamsidine. Les Outre-mer, c'est ça. Et c'est surtout vous. Écrire l'avenir d'un territoire avec sa population, voilà l'objectif des prochaines assises des Outre-mer. Dans les rues de Mamoudzou, la majorité des personnes rencontrées avouent ne pas avoir participé au questionnaire en ligne. Pour autant, les priorités pour l'île au lagon ne manquent pas. Vos priorités pour Mayotte? Développer la propreté, les infrastructures. La santé et la sécurité. Et la santé avant tout. Je pense qu'il faudrait former des médecins locaux, qu'on arrête d'attendre qu'on nous envoie des médecins via la métropole, mais aussi les routes. On en a besoin, on a des belles voitures à Mayotte, mais on n'a pas les routes adéquates. Apporter sa pierre à l'édifice au moment où les enjeux sont considérables, la démarche est appréciée et les Mahorais comptent bien suivre cela de très près. Il lazima rabuzir pare de sécurité rabuzi. Mana rarmo zero heli rieshiu, rusuesha zero mbamro sulawa vraiment avec un peu de tristesse. Après en plus il lazima réparer des santé, et santé à muhimu. Construire les écoles et pouvoir les sécuriser. Parce que construire de l'école et ne pas pouvoir les sécuriser, c'est l'exemple qu'on entend, tout ce qui est baston. Pour moi, c'est surtout les écoles, parce qu'il y a beaucoup de violence. Si l'espoir et les attentes sont affichés, au lendemain du lancement du comité d'orientation départementale des assises, nombreux regrettent de ne pas avoir été conviés à ce rendez-vous, ô combien important pour le 101e département. Les derniers événements ont montré combien nous sommes tous soucieux de la situation à Mayotte. Et il est de l'intérêt de tous à ce qu'on soit tous associés à la fois dans la définition des objectifs des grandes thématiques, mais surtout dans le contenu de ce qu'on va mettre dedans. Pour le moment, on n'a aucune publication, on ne sait pas exactement quelles sont les thématiques retenues et on ne sait pas si on va être convié ou pas. D'autres acteurs locaux préfèrent quant à eux rester prudents sur l'issue de ces assises.
Pour l'instant, pour nous, ça ne reste que des annonces. Les projets dans des cartons à Paris au niveau du ministère des Outre-mer ou tout simplement à la préfecture de Mayotte, ils sont pleins. On a craqué. Je pense qu'aujourd'hui, les archives, ils savent même plus où les mettre tellement il y en a. On va y participer parce que c'est un devoir. On n'applique plus et on n'applique pas la politique de la chaise vide. Il faut y aller et ensuite on verra. Place à présent à la réflexion. Pour rappel, cet atelier vont faire l'objet d'échanges sur des thématiques proposées par l'État. Une période pour définir des projets concrets d'ici le mois de mai 2018. Des Outre-mer, construisons ensemble l'avenir des Outre-mer. Et on continue avec cet anniversaire, celui de la Sogea qui vient de souffler ses 40 bougies. Et depuis son installation à Mayotte en 1977, la société de travaux publics et services de distribution des eaux a connu de nombreuses évolutions. Du réseau souterrain de 750 km à l'usine de dessalement, ces 40 années ont permis de construire un réseau qui se rapproche progressivement des standards métropolitains. Néanmoins, il reste encore beaucoup à faire, comme a tenu à le souligner Maro Lisa, le directeur régional Océan Indien. Je vous propose de l'écouter à propos de l'avenir de la société. 40 ans, c'est beaucoup à l'échelle humaine, mais peu dans matière de développement d'un territoire. Et dans ce territoire, il devra y avoir beaucoup d'investissements pour d'infrastructures d'eau potable, d'assainissement, de routes, de logements, de collèges, de lycées. J'en ai parlé hier soir. Et il faut qu'on prépare l'avenir comme on l'a fait depuis le passé. Il faut qu'on soit réactif, innovant. Il faut qu'on soit proche et à l'écoute de nos décideurs, de nos élus, de la population, pour être toujours, je dirais, en avant-garde de tout ce qu'il y aura à faire dans les années à venir. Mais vous disiez tout à l'heure, en préambule, avant de démarrer l'émission, mais à l'époque, on avait des gens de 70 ans qu'on rappelait parce qu'on n'avait pas... Aujourd'hui, notre préoccupation, c'est de former nos jeunes Mahorais pour avoir des ambitions dans notre poste, etc., pour avoir toujours ce développement en fonction de l'évolution de nos travaux et de l'évolution des développements. Et autres sujets qui font l'actualité de ce vendredi 20 octobre, la CFDT qui s'inquiète du sort des salariés de la Smart ou encore le collectif des assoiffés de Mayotte qui réclame une proclamation de péril imminent pour les habitations de fortune. Les précisions tout de suite dans l'actualité en bref. Chose promise, chose due. Hier, le maire de la commune de Mamoudzou, Mohamed Majani, annonçait que suite à la baisse des contrats aidés, les écoles du chef-lieu n'ouvriraient pas leurs portes aux enfants dès ce lundi 23 octobre. En attendant que l'État fasse marche arrière, la municipalité vient d'officialiser cette annonce en publiant un arrêté portant fermeture temporaire des écoles du chef-lieu. Une décision motivée par le fait que les conditions d'accueil des élèves ne seront pas assurées par manque de personnel. Pour rappel, la dotation a été divisée par 2, et ce malgré les engagements du gouvernement. Néanmoins, cette démarche n'est pas soutenue par l'Union départementale de la Confédération syndicale des familles de Mayotte, UDCSFM. En effet, l'association refuse de s'associer à cette démarche tant que tous les maires de l'île ne s'engageront pas sur la suppression des rythmes scolaires sur l'ensemble du territoire. Le 17 octobre dernier, les salariés de la Smart, affiliés au syndicat UICFDT, ont rencontré la mission interministérielle chargée d'évaluer la situation au port de Longoni. Après la réunion, les membres de la mission se sont engagés à faire en sorte que l'État intervienne afin de sauver les 141 salariés du manutentionnaire historique. En effet, depuis la perte du contrat liant la Smart à la compagnie maritime CMA-CGM, les activités du manutentionnaire ont été réduites au profit de Manuport, filiale de MCG. Pour la CFDT, il s'agit là d'un abus de position dominante exercé par le délégataire du port. Néanmoins, au 31 décembre 2017, ce contrat annuel liant Manuport à la CMA-CGM prendra fin et sera soumis à renouvellement. Au regard de la procédure de résiliation de la DSP entamée par le conseil départemental, les négociations pourraient très bien permettre à la Smart de récupérer ce précieux contrat. Le collectif des assoiffés de Mayotte revient sur le devant de la scène. Dans un courrier, ses membres interpellent les maires des communes de l'île afin qu'une procédure de péril imminent contre les habitations d'infortune soit déclenchée sur l'ensemble du territoire.
Selon le collectif, dans un climat de crise de l'eau, les autorités compétentes doivent mettre fin aux déforestations ou encore à l'augmentation des cultures de bananes et de manioc aux abords des ravines. En tant qu'association de protection de l'environnement, les assoiffés disent refuser de fermer les yeux face à des comportements qui participent à la raréfaction de l'eau dans les rivières, quelques mois après une crise qui a marqué l'ensemble de la population. À noter que ce courrier fait suite à la campagne de sensibilisation initiée par l'État sur les bons gestes à adopter pour économiser l'eau. Une campagne qui, selon le collectif, incrimine la population et ne répond pas aux pratiques quotidiennes portant atteinte à l'environnement. Et je me tourne à présent vers notre invité Jean-Pierre Rigante, qui est directeur de l'association SUA. On va parler avec vous, Jean-Pierre, de cet événement attendu la semaine prochaine. De quoi s'agit-il exactement? Comme le nom l'indique, hein, c'est les rencontres de sport nature. Donc l'an passé, c'était à Mlia. Là, on a pris le site de Mzanga Beach. Donc je tiens à remercier aussi, bien évidemment, la mairie de Sada, qui nous accompagne au niveau logistique et encadrement. Donc c'est une journée qui est reposée. Donc il y aura un village santé qui regroupe des partenaires sur la prévention, la santé, le social. Hein, il y a une vingtaine de stands. Après, il y aura un village, donc tout ce qui est sport et découverte, donc pour les plus petits, on va dire, même pour les grands. Donc c'est un village sport. Alors les parents, donc c'est surtout une journée de cohésion. Tout le monde peut venir, il y a tout âge, hein, puisqu'on a aussi des personnes âgées qui vont venir. Donc il y a un village enfant. Donc les parents peuvent faire d'autres activités, les enfants sont encadrés par des éducateurs spécialisés selon le sport, en sachant qu'on est à peu près 250 encadrants avec des partenaires. Nous avons donc des jeux traditionnels, nous avons du beach volley, du beach foot, du beach rugby, de la trampoline, des jeux traditionnels mahorais, hein, les cordes comme on connaît tout ça. Nous avons aussi le jeu nautique, du kayak, de la voile, du paddle, natation, voilà. Il y a beaucoup d'activités. Tout est aussi, comment dirais-je, autour de l'environnement. C'est quand même une ressource naturelle et malheureusement on voit jour par jour ce qui se passe. Donc pour exemple, il n'y aura pas de bouteilles, pas de canettes. Donc ce sera des gobelets. On donne 1 euro, on a son gobelet, on vient se servir de l'eau, on se sert. Il n'y aura pas de boissons sucrées puisque nous sommes aussi sur tout ce qui est santé. Donc on évite les choses malsaines pour la santé. Voilà, sinon nous avons alors il s'agit de la deuxième édition. Hein. L'année dernière, ça s'était déjà fait, ça a été un succès. Et aujourd'hui, vous attendez quoi très exactement? Qu'est-ce que vous avez mais déjà, on a un petit peu arrangé par rapport à l'an passé, qui s'est bien passé, hein, puisqu'on avait atteint les 2000 personnes. Donc on espère atteindre les 2000 personnes, on espère surtout, là on s'est organisé même à l'extérieur, on a quand même 11 bus qui partent dans différentes communes pour éviter justement les embouteillages, la pollution, tout ça. Nous avons donc la police municipale de Sada qui va organiser à l'extérieur pour tout que ça se passe bien. Parce qu'il y a des préinscriptions aussi depuis la semaine dernière sur des associations, des privés, tout ça. Donc il y aura à l'entrée par commune, des guichets où les gens arrivent, rentrent, tout ça. On a une sécurité, on a la Croix-Rouge. On a mis beaucoup de moyens, on va dire, humains et matériels pour que ça se passe le mieux possible. Alors du coup, est-ce que ce sera un événement qui sera ouvert à tous, gratuit, ou alors il y aura... Non, alors il y a 5 euros l'entrée. Hein, il faut aussi, voilà, un moment, il faut, comme on a discuté avec des partenaires, hein, il faut un moment que les gens mettent dans la tête, on fait quelque chose de sérieux, il faut donner quelque chose. L'entrée est à 5 euros, 1 euro est reversé à une association, voilà, simplement pour couvrir les frais. Et dedans, il y aura de la restauration, il y aura tout sera animé. Donc on commence à 8h15 par le protocole, hein, avec Madame le maire ou son suppléant. Le BSMA qui nous met à disposition, c'est aussi un gros partenaire, une centaine de militaires, enfin de jeunes, donc c'est bien aussi. Et il y aura aussi bien sûr le préfet, voilà, bien évidemment. Et à la fin, donc, il n'y a pas de pause, c'est tous les jeux qui vont se passer, les activités, c'est un temps donné. Il y a un klaxon, hop, c'est d'autres équipes. Il y a des inscriptions par table pour participer au prochain jeu, tout ça. Et à la fin, donc, on fait toujours dans le système environnement, 16h30, tout le monde, là, on a avec des sacs poubelles, on ramasse, on espère qu'il n'y aura rien à ramasser, mais on ramasse, et on termine par un move africain, fitness move africain géant sur la plage, avec tous les participants. Alors justement, il y a cet événement, mais SUA, c'est aussi d'autres actions durant l'année. Hein. Oui, on travaille donc avec l'ARS qui est partenaire aussi, donc je tiens à la remercier, avec l'IREP. Ça fait voilà, on essaye, on fait aussi des fitness aux personnes âgées. Enfin, disons voilà, on essaye de faire des activités physiques dans des écoles. On a plusieurs activités. Le Mahorais, le dernier, on l'a organisé
avec notre partenaire, on va dire principal, la Jeunesse et Sport, préfecture, qui sont toujours avec nous, qui nous accompagnent. Et je tiens aujourd'hui donc à remercier les partenaires principaux parce qu'on a beaucoup de partenaires, mais on va dire ceux qui ne sont pas forcément financiers, mais humainement. Donc nous avons bien évidemment la mairie de Sada, à travers Madame le maire, que je remercie beaucoup, qui nous aide beaucoup. Il y a bien évidemment préfecture, CGT, donc toujours dans le même système. Jeunesse et Sport, bon j'arrive plus à dire DRJCS. Voilà. Nous avons aussi la CGE, l'ARS qui nous soutient, puisqu'à travers des actions aussi de sensibilisation sur plusieurs choses dans l'année, donc on fait des actions, EDM et bien évidemment le BSM. En tout cas, merci beaucoup Jean-Pierre Eguinté pour toutes ces précisions. Je rappelle que cette journée aura lieu samedi 28 octobre 28 à Msanga Beach, oui. À partir de 8h, donc on a déjà les navettes de bus qui vont arriver, on a fait des calais pour éviter les embouteillages. Et puis pour respecter la nature et puis bien s'amuser en famille. Donc je vous dis, ça peut être de 5 ans jusqu'à tant pis, on va dire. Et les gamins seront bien encadrés par des gens diplômés. Merci beaucoup pour ces précisions. C'est moi, merci. Et je vous propose à présent ce portrait, celui de Mouanesha Madi. Le 18 septembre dernier, la jeune femme a soutenu avec brio une thèse en biophysique cellulaire en présence de sa famille, ses amis et du conseiller départemental Ali de Brécombo. Nous avons contacté Mouanesha par téléphone afin d'en savoir plus sur son cursus, un cursus qui, de l'aveu de la jeune femme, a été un véritable parcours du combattant. Le reportage d'Adèle Laurent. Le parcours de Mouanesha Madi est surprenant. Après un bac S au lycée de Mamoudzou, elle s'est envolée à plus de 8000 km de chez elle pour étudier en métropole. Isolement familial, nostalgie du pays, choc culturel, l'arrivée de cette Mahoraise originaire de Cavanim Sapéré à Toulouse est, comme pour beaucoup d'étudiants, compliquée. Et si elle vient d'obtenir son doctorat de biophysique cellulaire à l'université Paul Sabatier de Toulouse, la thésarde affirme que c'est en partie grâce au soutien de ses proches. J'ai choisi Toulouse parce que j'avais une ou deux connaissances ici et ça m'a permis de me rassurer un petit peu sur le logement par exemple. Donc par exemple, ils ont pu m'indiquer le Crous où est-ce qu'il est, trouver mon appartement, les démarches administratives telles que la CAS, ce genre de choses. C'est parce que je connaissais des gens que j'ai pu être un petit peu aidée au début. Et si elle a reçu le soutien moral de ses proches, ses parents l'ont également aidée financièrement. Car comme les 80% des étudiants mahorais, Mouanesha Madi était boursière. En plus de la bourse nationale du Crous, elle a perçu un complément, la DPSU. Mais nombreux sont les étudiants mahorais à pointer les dysfonctionnements de celle-ci. Dossiers égarés ou incomplets, versement de bourses retardés, échanges téléphoniques tendus. La DPSU est actuellement en pleine réorganisation afin de pallier à ces problèmes. En 2016, 3406 étudiants ont été accompagnés avec un budget alloué de 8,2 millions d'euros. Et pour la thésarde, ce soutien financier est tout de même d'une grande aide. Au début, quand je suis arrivée, comme tous les étudiants, il y a un petit laps de temps entre le moment où on reçoit la première bourse et le premier versement qu'on nous donne la prime de départ. Donc oui, c'est mes parents qui m'ont vraiment aidé à ce niveau-là. Donc ça reste vraiment une chance comparé à d'autres étudiants d'autres villes. Elle venait en complément de la bourse du Crous. Donc je ne bénéficiais pas de 100% de la bourse de la DPSU, mais j'avais une petite portion qui m'aidait à payer mon loyer, à manger, etc. Bon, après, je pense que c'est connu. Il y a eu pas mal de problèmes avec la DPSU vis-à-vis de la bourse, du versement de la bourse, beaucoup de retard, ce genre de choses. Donc, comme tous les autres étudiants, j'ai passé des moments assez difficiles. Doctorante de biophysique cellulaire, la thésarde a gardé toute son humilité. Elle affirme en effet ne pas être le seul exemple de réussite de l'île et en effet, aujourd'hui, 368 étudiants mahorais sont en deuxième cycle, dont 28 doctorants. Et en ce qui concerne les futurs étudiants, Mouanesha Madi a de précieux conseils à donner. Quand on vient en France, on a envie de profiter, on a envie de... Je sais pas, il y a tellement de choses nouvelles, tellement de belles choses, que peut-être on risque un peu de dérailler. Donc il faut vraiment rester concentré sur son objectif et se souvenir, dans 5 ans, dans 10 ans, où est-ce que j'ai envie d'être. Et rester vraiment motivé. Moi, je pense que c'est l'essentiel. Et surtout, il ne faut pas se dire, je viens de Mayotte, forcément, je suis plus bête, ou le niveau scolaire n'est peut-être pas le même, ou voilà, pas du tout. Je pense aussi que les fréquentations sont hyper importantes. Je garde mes amis. Si mes amis ont envie de faire la fête, je suis là, je suis à fond. Mais parmi mes amis, je vais sélectionner la personne qui a envie de bosser, parce que ça joue aussi la dynamique du groupe.
Et puis surtout, les échecs, c'est vraiment formateur. Quand on tombe, on pleure, voilà, c'est ce qui m'est arrivé. Mais après, j'ai appris quelque chose et puis hop, il y a d'autres expériences qui viennent, d'autres choses qui viennent derrière. J'ai toujours cette impression que quand j'échoue quelque chose, on me réserve quelque chose de mieux derrière. Moine Chamadi incarne la réussite. Elle travaille actuellement au CNRS pour quelques mois et affirme que si une opportunité intéressante se présente sur Mayotte, notamment en tant que cadre administratif dans la fonction publique à l'hôpital, à la DAF ou encore à l'ARS, elle n'hésiterait pas à la saisir. Un parcours d'excellence qui pourrait faire preuve d'exemple pour la jeunesse de l'île. Moine Chamadi, une fierté donc pour Mayotte. Et Pierre Bellucci nous a rejoint sur le plateau. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors on va parler avec vous de cette rubrique hashtag que retenir. Et évidemment, il se sont passées des choses à Mayotte. On va en parler avec vous tout de suite. Oui, beaucoup de choses, comme chaque semaine. Avec le collectif de Mayotte, la pression monte, on l'a vu cette semaine. Avec également les contrats aidés, là aussi grosse colère de la part des élus, notamment du maire de Mamoudzou, mais également aussi des élus du conseil départemental. Et puis on a eu aussi cette semaine une bonne nouvelle, puisque on devrait avoir très prochainement la création d'une agence régionale de la biodiversité. Je vous propose justement de voir un petit florilège de ces réactions. Tout de suite, on revient sur l'actualité de la semaine. watu wa Komaru warongomba wanyu wa maore warenge mutu mahafiri mana tini leo warongomba wasirenge mahafiri mana tini leo wasufa na laka wasusharma mahafiri safena wabaki wao wa maslamu na wabaki wao msijarba makafiri hunu kartsivenze. L'ensemble des établissements seront fermés. Tous seront fermés. Ben, on va les inviter à rester chez eux. On n'a pas le choix, puisque pourquoi les faire venir alors que les conditions ne sont pas réunies? Les enfants sont déjà habitués à travailler dans de bonnes conditions d'hygiène et de propreté, alors qu'il n'y aura pas du personnel pour l'entretien des établissements, il n'y aura pas du personnel pour la sécurisation. Quand vous savez à Mamoudzou, la délinquance, le raquage et tout ceci. Donc nous, on ne peut pas prendre le risque d'envoyer les enfants et puis prendre cette responsabilité, nous on ne peut pas. Mayotte est en passe de devenir le premier territoire d'outre-mer contractualisant avec l'agence dans le but de construire une agence régionale de la biodiversité. D'accord. C'est quand même assez important de souligner ça. Mayotte est en avance. Donc ce serait une antenne déconcentrée de l'AFB. Absolument. Le but du jeu c'est ça. C'est-à-dire le but du jeu c'est que l'agence, c'est une agence de moyens. Donc moi j'ai pas compétences pour dire à Mayotte ce qu'il faut faire. Par contre, il y a un certain nombre d'acteurs mahorais qui se manifestent, qui disent ben moi voilà, voir les rivières dans cet état-là, ça me pose souci. Moi voir la forêt se faire couper, ça me pose souci. Qui soulèvent des problématiques. On met tous les corps autour de la table. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les écolos d'un côté, les scientifiques de l'autre, les industriels à un autre endroit. Non, non. Le but de l'agence, c'est de faire travailler les gens ensemble. Alors Pierre, on l'a vu sur les images, le collectif de Mayotte qui s'insurge et qui réclame à ce que des mesures soient prises, notamment concernant le bureau des étrangers. Oui, là on est monté d'un cran cette semaine, on l'a vu, notamment dans ce florilège d'intervention, on a vu que c'était quand même assez violent. Beaucoup de colère, on en a parlé tout au long de la semaine. Et puis aussi, ils l'ont dit, un risque du retour des décasages par rapport à ce qui s'est passé à Mramadoudou. On a eu aujourd'hui des personnes qui sont venues sur notre plateau pour en parler. La colère, elle est réelle, elle est dans tous les villages de l'île. Et puis, il n'y a pas de réponse des autorités. Depuis les décasages notamment, il y a eu cette feuille de route. Donc, bien sûr qu'on continue à suivre et que dans le hashtag que retenir, on a ce qui s'est passé cette semaine avec le collectif. Un collectif qui, dès la semaine prochaine, va encore monter d'un cran avec les risques forcément de dérive et avec des autorités qui vont devoir vraiment réagir et être extrêmement vigilants parce qu'on est dans une situation où ça peut exploser à tout moment. En tout cas, on l'a vu, il y a eu des larmes, il y a eu des cris cette semaine, que ce soit Place de la République, que ce soit au Conseil départemental et véritablement, là maintenant, je crois qu'on est arrivé à un point de rupture. On l'avait dit déjà il y a un an, on y revient. Ce point de rupture, il est là. Il faut absolument que le gouvernement, que les autorités, que les élus, que chacun prenne conscience du péril dans la demeure.
Justement, parce que les tensions communautaires sont au plus haut point. Et là, justement, on redoute également la réponse du côté des personnes en situation irrégulière. Oui, bien sûr. On sait que lorsqu'il y a eu des décasages, ça a été compliqué. Il n'y a pas eu d'affrontement communautaire, mais certains n'étaient pas d'accord avec les pratiques, avec les méthodes du collectif de Mayotte. Alors, à l'époque, ça a été le CODIM. Maintenant, ça s'est un peu, institutionnalisé. Tous sont devenus soit des associations, soit des collectifs. Et aujourd'hui, ils sont regroupés en un seul, le collectif des citoyens de Mayotte. Maintenant, ils ne représentent pas l'ensemble de la population. Ils sont un collectif. Donc, ils n'ont pas... ils ne sont pas l'image de ce que les uns et les autres pensent. Et puis effectivement, il y a aussi des personnes sur le territoire qui ne sont pas du tout d'accord, notamment les personnes en situation irrégulière ou les personnes qui sont en situation régulière, qui sont sur ce territoire et qui depuis parfois des années. Donc forcément, cette cristallisation de la colère, aujourd'hui, elle a des dérives. Pourquoi ? Parce que toutes les personnes ne sont pas à Mayotte pour venir être des délinquants, ou c'est pas du tout le cas. Il y a effectivement une assimilation qui est faite par le collectif entre la délinquance et l'immigration clandestine. Alors si certains chiffres tendraient à prouver ça, il n'en reste pas moins qu'il y a des personnes qui sont sur ce territoire et qui ne sont pas là. Au contraire, ils sont là parce qu'ils fuient la misère aux Comores. Maintenant, bien entendu, encore une fois, c'est aux autorités. L'immigration est un véritable problème sur le département. Il faut le prendre à bras-le-corps. Il n'a jamais été pris à bras-le-corps. Et aujourd'hui, on en arrive à des extrêmes. Et quelque part, il y a quelque chose de logique dans tout ça. Un jour ou l'autre, ça allait exploser. Voilà, on est arrivé à nouveau à ce point de rupture. Alors Pierre, autre colère, c'est du côté de la mairie de Mamoudzou et du côté du conseil départemental concernant les contrats aidés. Oui, alors là, ce sont les élus qui montent au créneau cette fois. Ils ont été très remis en cause, d'ailleurs, les élus par le collectif de Mayotte. Eux montent au créneau de leur côté. Pourquoi ? Parce que le gouvernement s'est engagé à ne pas baisser les contrats aidés, en tout cas les dotations liées aux contrats aidés. Or, au niveau de la mairie de Mamoudzou, on a reçu un courrier faisant état d'une baisse pour ce trimestre à venir. Et forcément, il y a de la colère parce que les écoles ne seront pas en mesure d'accueillir les enfants parce qu'il va manquer de personnel. On sait que les contrats aidés, il y en a énormément sur le territoire. Ce sont des contrats d'insertion. Ça permet vraiment à beaucoup de personnes qui sont en recherche d'emploi de s'insérer, notamment la jeunesse. On sait, il y a un vrai problème de chômage sur le territoire. Donc, puis au-delà, effectivement, de cette problématique liée au travail, il y a aussi bien entendu des personnes qui travaillent dans ces écoles et qui du coup ne seront plus là. Et forcément, en termes d'hygiène, en termes de sécurité, on pense voilà, au personnel qui nettoie, on pense aussi au personnel des médiateurs, voilà, toutes ces personnes qui permettent aux écoles de fonctionner, notamment avec les rythmes scolaires, puisque c'est surtout ces écoles qui sont impactées. Et voilà, donc du côté de la mairie de Mamoudzou, on a pris ses responsabilités en fermant toutes les écoles pour faire réagir l'État un peu par rapport aussi en parallèle avec ce qui s'est passé dans d'autres départements outre-mer où les élus ont obtenu gain de cause en faisant pression sur l'État. Merci beaucoup Pierre. On finit avec cette bonne nouvelle, l'annonce d'une nouvelle antenne qui va s'ouvrir à Mayotte, une antenne de l'AFB, l'Agence française de la biodiversité. Oui, effectivement, une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, pourquoi ? Surtout parce que Mayotte prend le train en marche. C'est vrai que ça a été créé au 1er janvier 2017, cette Agence française de la biodiversité. Et Mayotte va être pionnière puisqu'elle va être l'une des premières, normalement même la première, à avoir une antenne régionale outre-mer de cette agence, qui est une agence qui va vraiment agir à de nombreux niveaux. Pourquoi ? Parce que la biodiversité, c'est tout ce qui nous entoure. Donc ils vont pouvoir aussi apporter des fonds, ça c'est important. Il faudra qu'il y ait des projets qui soient créés, mais le fait d'avoir une antenne à Mayotte et non pas à La Réunion, je pense que ça sera une très très bonne chose. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle, on va suivre l'avancement. Et puis aussi, voilà, comme je disais, la bonne nouvelle, c'est que Mayotte prend le train en marche. Il y a tout à construire ici en ce qui concerne dans de nombreux domaines, et notamment en ce qui concerne le développement durable. Là, les erreurs qui ont été commises peut-être ailleurs, on ne les commettra pas. Grâce à cette agence, en tout cas, c'est l'espoir qui est fondé avec la création de cette antenne. Merci beaucoup Pierre pour ce tour d'horizon de l'actualité de cette semaine. Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OAM5, également disponible en replay sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. La rédaction et moi-même vous donnons rendez-vous la semaine prochaine dès lundi pour une nouvelle édition. D'ici là, passez une excellente fin de semaine.